Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce point avec l'actualité sur votre chaîne Label Radio et Télévision. Il est 19h30 à Bobo-Dioulasso, 20h30 à Omboué, c'est au Gabon. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Burkina, pays des hommes intègres, s'apprête à accueillir Emmanuel Macron, président français, dans le cadre de sa première tournée africaine. En Afrique, l'attribution des prénoms n'est pas un exercice laissé au hasard et pour cause, chaque prénom porte en lui une signification bien particulière. Enfin, l'international gabonais Guimbina, décédé et inhumé récemment, a connu hier un hommage de plus. Ceci à travers un match dédié à sa mémoire. Bonsoir et merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez à l'instant. Dans cette édition, nous parlerons également d'escale documentaire et à cet effet, nous recevrons Henri-Joseph Koumba, directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son ex-Sénassi à Libreville. Il sera notre invité. Burkina, première destination de ce journal, et le président français Emmanuel Macron entame ce jour, par le Burkina justement, sa première tournée africaine. Emmanuel Macron a choisi Ouagadougou pour développer son projet sur l'Afrique. Alex Blériot-Moumra plonge son regard sur cette étape. Le Burkina Faso est la première étape de cette première tournée africaine du président français Emmanuel Macron qui le conduira ensuite en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le président français sera accueilli à Ouagadougou cette nuit du 27 novembre 2017 autour de 22 h heure d'Ouagadougou. Et demain, à l'université de cette capitale africaine, devant la crème de la jeunesse burkinabé, il livrera son premier discours visionnaire sur l'Afrique et des relations que la France nouvelle, sous son magistère, compte développer et entretenir. Une jeunesse privée d'école pendant tout le temps que le numéro 1 français passera dans le pays des hommes intègres. Lui ne l'a certainement pas demandé. Mais pour mieux suivre le cours magistral du professeur Macron demain à l'université, les hautes autorités burkinabées ont cru bon de lui offrir l'arrêt de cours qui forme la jeunesse pendant 3 jours, y compris ce jour où le prestigieux hôte français ne foulera le sol du pays que tard dans la nuit. Qu'à cela ne tienne, pour ce premier grand discours du jeune président français en Afrique et sur l'Afrique, l'on attend de voir s'il traduira une véritable volonté de démarcation des envolées et pratiques précédentes, notamment de la fameuse France-Afrique. L'entourage présidentiel assure que les actes suivront les mots, que le président Macron saisira l'occasion de cette première tournée africaine pour fixer le cadre de son approche de l'Afrique, de formuler son projet qui ira au-delà de l'aide au développement. Des Africains ne demandent alors qu'à voir et entendre, et surtout, ils sont avides de savoir si c'est toujours pure perte de dépenser des millions, voire des milliards d'euros dans un continent où on compte 7 à 8 enfants par foyer, voire par femme. Zimbabwe, deuxième destination de cette édition. Nous parlerons du président, du désormais ancien président Robert Mugabe, qui a finalement quitté le pouvoir suprême après avoir résisté. Un choix qu'il n'est pas sur le point de regretter parce qu'il a obtenu une retraite paisible et dorée. Description de la nouvelle retraite de Robert Mugabe avec Alex Blériot-Moumra. Une rondelette enveloppe de 5 millions de dollars américains payée du coup, soit environ 2 milliards 500 millions de francs CFA, plus 150 000 dollars par an, soit 6 millions 250 000 francs CFA par mois, jusqu'à la fin de son voyage sur Terre. La prise en charge complète de ses voyages à l'étranger et de tous ses frais médicaux, l'assurance que ses affaires et celles de sa famille ne seront pas inquiétées, et, cerise sur le gâteau, l'immunité pour lui et la moitié de ce salaire annuel à son épouse Grace quand lui-même ne sera plus et qu'elle devra toucher, elle aussi, jusqu'à sa mort. Selon les indiscrétions rapportées par plusieurs médias, c'est le prix que la coalition ZANU-PF armée a dû payer pour obtenir la démission du vieux leader. Pas mal comme pactole pour jouir paisiblement d'une retraite méritée qu'il ne voulait pas prendre mais dont il semblait bien s'accommoder selon son entourage familial. L'intrépide Robert Gabriel, qui savait intimement que tout était fini, dès le jour où les militaires ont osé l'assigner en résidence, a donc très habilement manœuvré, élevant les enchères au gré et au rythme des différentes étapes de la pression jusqu'au bout de la corde.
le prix en somme de ce qu'il aurait qualifié de trahison et d'ingratitude. Si en gros les Zimbabwéens lui concèdent ces arrangements sans totalement approuver, ce qu'il ne semble pas accepter, c'est le chapitre concernant son épouse Grace. Mais là, c'est une paire de manches pour le futur et sous un ciel qui n'est pas toujours bleu. Faisons à présent une petite halte au Sénégal où nous parlerons de l'affaire Khalifa Sall. Nous savons de cette affaire que Khalifa Sall est en prison depuis 9 mois, qu'il est accusé de détournement de deniers publics et de malversation dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Un prétexte pour la rédaction de Label Radio et Télévision de chercher à en savoir davantage sur cette fameuse caisse. L'avocat au barreau de Dakar, Maître Amadou Likan, éclaire notre lanterne. Il est au micro de notre correspondante à Dakar, Oumou Halsoum Ba. L'avance est une trésorerie créée par un arrêté municipal et qui permet au maire, notamment de la ville de Dakar, de disposer d'un budget mensuel de 30 millions par mois. Et ce budget, il est destiné à faire face à ce qu'on appelle les menus dépenses. Que faut-il entendre par menus dépenses? Il faut entendre par là les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que vous savez que pour sortir de l'argent, c'est un circuit parfois qui est long et qui est un peu lourd. Et il y a des dépenses qui ne peuvent pas attendre. Donc c'est pourquoi on a imaginé une caisse d'avance, donc une trésorerie qui est juste à portée de main, qui permet de faire face à ces dépenses. Et les dépenses, je suis en train de vous expliquer qu'il y a d'abord les dépenses de fonctionnement, mais il y a aussi les salaires des travailleurs qui sont payés sur une base horaire. Il y a également les secours d'urgence, parce qu'on ne peut pas savoir quand une catastrophe va arriver. Bon, certes, il y a des secours qu'on apporte qui sont peut-être prévisibles. Par exemple, les secours qu'on apporte à l'occasion des fêtes religieuses, comme les fêtes de Noël, les fêtes de Tabaski, les fêtes de Korité, ça c'est connu. Mais les secours qu'on peut apporter à un malade ou bien en cas de catastrophe naturelle ne sont pas connus. Certes, il y a un budget au sein de la mairie pour faire face à ce type de dépenses. Mais c'est un budget qui est minime et qui est limité, qui est plafonné. Il faut noter que l'immunité de Khalifa Sall a été levée ce week-end. Sans transition, nous parlerons à présent de culture et de tradition et il sera question du placenta. La cérémonie du placenta reste une pratique très usitée dans de nombreux pays africains. Une cérémonie à laquelle personne n'échappe. Faisons le point avec nos confrères de Golf TV et Radio à Cotonou au Bénin. Protéger l'avenir et l'aura de l'enfant, c'est prendre soin de son placenta une fois ce dernier expulsé du ventre de la mère. À l'accouchement, veut le rôle de soutien de pièce maîtresse qu'il joue au cours de la grossesse. Il est nécessaire d'en prendre soin une fois la mère délivrée, et ce, dans les premières heures qui suivent sa sortie. Le placenta n'est pas quelque chose à négliger. Et de nos jours, avec toutes les acrobaties mystiques d'aujourd'hui là, le placenta n'est pas quelque chose qu'il faut remettre à tout venant. Non, le placenta, quand ça sort, ça tombe dans les mains du géniteur ou dans un homme ou une femme de confiance du géniteur. Bon, pour la conservation ou bien pour ce qu'il faut en faire, ça dépend. Ça varie d'une contrée à l'autre. Ceux d'autres, il y a une chose que nous appelons sema, akinkoma. Et c'est dans cela qu'on enveloppe bien, on creuse un trou, on l'enterre. Ceux d'autres, c'est dans une chose qu'on appelle roman, qu'on enterre bien, et qu'on enveloppe bien et qu'on enterre. D'autres enterrent ça dans leur arrière-cour, d'autres enterrent ça dans un lieu sacré, avec l'assurance que personne ne peut passer par là. Restons toujours dans ce même registre des traditions pour parler à présent de l'attribution des prénoms qui n'est pas laissée
au hasard. Et pour cause, chaque prénom porte en lui une signification bien particulière. Golf TV. Non spécifique accompagnant le patronyme, le prénom est utilisé pour désigner et distinguer chacun des membres d'une même famille. En fonction des cultures et des histoires, les prénoms et leur signification varient. Au sein des familles africaines et béninoises en particulier, il est parfois remarqué dans l'identité d'une personne un prénom issu d'une langue nationale et qui a trait soit au jour de la naissance, soit aux conditions de la naissance ou encore à des expériences vécues par les géniteurs. Dans la société africaine, nous avons des lois qu'on appelle les lois de la nature, les lois de la terre. Et c'est de là où le chercheur, l'historien Thomas Berry parle de jurisprudence de la terre. Ça, à chaque terre, on a des énergies et des noms qui tournent autour. Il n'y a pas de noms de calendrier. Si vous voyez les noms des aïeux, c'est souvent les noms indigènes. Et c'est les parents qui donnent les noms par rapport à la situation de la naissance de l'enfant. Ça peut être un grand-papa qui peut donner un prénom indigène ou le père ou encore une tante. Bonsoir, Monsieur Joseph Koumba, et merci d'être avec nous. Comme annoncé, voilà 12 ans que les escales documentaires ont été lancées au Gabon. Et pour en parler, vous êtes avec nous sur ce plateau. Au bout de 12 ans, quel bilan pouvons-nous faire des escales documentaires de Libreville? Merci Robert. Déjà, permettez que je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie la Belle TV. Au bout de 12 ans, le bilan, je pense qu'il parle un peu de lui-même. Si on a tenu 12 ans, ça veut dire qu'il y a derrière un public, il y a derrière toute une expérience, tout un... Alors, donc, aujourd'hui, le bilan, c'est que nous avons une programmation qui tient en général entre 20 et 24 films qui sont sélectionnés sur peut-être 80 à 100 propositions que nous recevons par an. Ça veut dire que par rapport à nos confrères cinéastes, le festival existe, ils savent qu'il existe et ils envoient des propositions. Et aussi par rapport au public, parce que d'année en année, la fréquentation pendant cette semaine de festival va de plus en plus croissante. Donc, quelque part, nous allons à la rencontre du public, le public suit, et nous avons aussi, je crois, d'année en année, une sélection un peu plus pointue. Et je peux vous dire que cette année, entre des films comme Le Verrou, des films comme Kimpa Vita, des films comme Espoir Démocratie, des films comme celui qui a remporté le Grand Prix Charles Mensa, Maman Colonel, nous avons vraiment, et nous avons quasiment peut-être eu l'occasion de diffuser parmi les premiers dans notre zone un film comme Je ne suis pas votre nègre de Raoul Peck. Nous avons une sélection, nous avons un cru qu'on peut estimer assez de très bonne qualité. Alors, on en est venu tout de suite au bilan, mais je crois qu'on a sauté une étape, c'est les escales documentaires. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la mission que se sont assignées ces rencontres? Oui, effectivement, nous avons fait le constat. Quand nous regardons l'Afrique centrale, il y a la grosse manifestation, c'est les écrans noirs à Yaoundé de notre frère et ami Bassek Bakobio. Nous sommes rendus compte, sous parfois la pression de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, qu'il fallait créer de l'événement, parler du cinéma, rendre le cinéma proche du public. Et c'est comme ça qu'il y a 12 ans,
un aîné, paix à son âme, Charles Mensa, qui était le directeur général du Centre national du cinéma, qu'est aujourd'hui l'EGIS, et son collègue qui était à l'Institut français, à l'époque c'était le Centre culturel français, ont eu l'idée de lancer cette semaine du cinéma consacrée au documentaire. Et pourquoi le documentaire? Le documentaire est un genre qui est un peu élitiste. En fait, élitiste dans sa création. Mais le documentaire est le genre qu'on regarde le plus à la maison. La télévision, justement, diffuse tellement d'images. Il y a des chaînes même qui sont totalement dédiées au documentaire. Quand vous prenez National Geographic, quand vous prenez Planète. Voir le documentaire à la maison avec le téléphone qui sonne, avec bébé qui pleure, avec maman qui vous appelle, c'est pas la même sensation que quand vous êtes dans une salle avec un écran et que vous êtes là plongé. Et il faut aussi différencier le documentaire du reportage, parfois même du grand reportage. Parce que le documentaire, le cinéma du réel, se pose déjà en lui-même comme un cinéma de réflexion. Et effectivement, quand ne remontons pas aux ancêtres comme les Joris Ivens ou les Flaherty ou les Chris Marker, mais vous vous rendez compte que quand on applique au cinéma du réel les techniques de la fiction, il y a de l'art pur. Et effectivement, dans certains documentaires, bon, je ne parlerai pas du film de Raoul Peck, parce que quand on le regarde, on comprend qu'il y a là une grosse machine. Mais même à des niveaux comme les nôtres, nous faisons avec des moyens limités, on arrive à créer des œuvres fortes. Et Maman Colonel, qui a eu le prix Charles Mensa, est une œuvre forte. Vous ne pouvez pas sortir de ce film-là et dire que, bon, on passe à un café ou à un verre de bière. Vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de vous poser des questions parce qu'il vous percute. Et donc, c'est donc ça, la mission des escales documentaires, de parler aux téléspectateurs? Absolument, de rendre le film documentaire proche du public et que le public se rende compte que ce n'est pas un programme, un produit de entertainment, comme disent les anglophones. Ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas là pour juste boucher des trous à la télévision. C'est un film où il y a une vraie expression filmique. Alors, de quel soutien bénéficiez-vous depuis lors? Non, déjà, il faut savoir que le Centre national de la cinématographie, l'EGIS, est une institution publique. C'est déjà les pouvoirs publics qui s'expriment. Ensuite, dans l'organisation, dans les charges, il est tout à fait normal que nous nous appuyions, que nous recherchions des financements, des appuis extérieurs et nous travaillons d'abord notamment avec nos confrères que sont les télévisions, parce qu'il faut d'abord communiquer. Comme je vous dis, le film documentaire n'est pas le film qui fait courir le public dans les salles. Donc il faut communiquer intelligemment, sérieusement, pour que le public soit bien informé, aussi bien de l'événement que du contenu. C'est pour ça que nous remercions tous nos confrères, que ce soit des chaînes internationales comme TV5, comme Canal+, ou nationales comme Gabon Télévision, et bien compris la Belle TV, de nous avoir accompagnés. Mais en même temps, ce sont des produits, cet accompagnement aussi, c'est un accompagnement d'appel. Parce que demain, quand la Belle TV va diffuser ces films-là, le public est déjà plus ou moins informé. Donc, quelque part, nous nous rendons service. Mais à côté de cela, il y a bien sûr parfois des opérateurs économiques qui trouvent un intérêt dans ce que nous faisons et qui acceptent de nous accompagner dans la prise en charge de certaines charges, par exemple les affiches,
bien d'autres choses. Alors, vous parliez tout à l'heure de salles de cinéma. Et les escales documentaires suscitent beaucoup d'engouement, suscitent beaucoup d'intérêt, mais seulement les salles de cinéma sont toujours fermées. C'est triste, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un phénomène qui est général. Un ami me disait par exemple que dans un pays comme l'Algérie, dans les années 60, il y avait 460 salles. Aujourd'hui, on en est peut-être au 10e. Ici au Gabon, on a quasiment plus de salles, mais l'espoir est permis. L'espoir est permis parce qu'on peut considérer que ce qui s'est passé est lié à des déphasages parfois qui sont de l'ordre de la gestion économique qu'on n'a pas su maîtriser. Vous savez, prenons le cas du Gabon. On sait qu'il y a des années, dans les années 70, il y avait des genres. Quand vous avez Bruce Lee dans une salle, quand vous avez dans le western Terence Hill, quand vous avez les films hindous, il y avait un public, il y avait à qui ces films-là parlaient. Et puis, les choses ont changé, mais les gérants des salles n'ont pas eu la communication nécessaire pour amener le public à s'adapter à un genre nouveau de film, notamment les films européens, qui sont parfois vus par nous comme un peu trop lents, un peu trop psychologiques, il n'y a pas beaucoup d'action. Et donc, du coup, il y a eu un décalage entre le contenu proposé et puis la perception du spectateur. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut corriger, mais il faut corriger comment? Il faut corriger d'abord par dire il faut essayer de rouvrir les salles. D'abord, ce n'est pas une affaire uniquement des pouvoirs publics, mais c'est aussi une affaire commerciale. Ça veut dire que les privés peuvent s'intéresser à la création, la construction, à l'ouverture de nouvelles salles. Et c'est là que les pouvoirs publics peuvent aider, accompagner, et en même temps que ça se fait, il faut aller vers les populations. Ça veut dire que nos villes en Afrique s'agrandissent et nous gardons des salles à des endroits précis où aujourd'hui les gens viennent pour travailler, après ils retournent chez eux. Mais une fois qu'ils sont chez eux, pensez-vous qu'ils peuvent revenir comme ça à 21h sous la tornade pour voir un film si la salle n'est pas 1 kilomètre de chez eux? Voilà, c'est toute cette réflexion-là qui est nécessaire aujourd'hui, je pense, aussi bien au Gabon, mais qu'ailleurs, parce qu'il faut amener les salles de cinéma là où il y a les populations. C'est donc sur cette réflexion que nous allons clore cet entretien, en vous remerciant, Henri-Joseph Koumba, de nous avoir fait l'honneur de venir sur ce plateau. Nous allons continuer ce journal avec à présent le sport, où le football féminin est au ralenti. Un constat fait par la CAF, la Confédération africaine de football, et un état de choses qu'elle veut changer, nous dit Rodney Ovono. Après le premier symposium post-élection du président de la Confédération africaine de football sur les réformes de la discipline, la CAF a décidé de se réunir à nouveau, cette fois-ci pour traiter de la situation du football féminin africain. À cet effet, le comité exécutif de l'instance fêtière du football continental a mis sur pied une commission d'organisation composée de 6 personnes de 6 nationalités. Cette assise pour le football féminin aura lieu au premier trimestre 2018, probablement au Maroc. Pour Ahmad Ahmad, président de la CAF, il faut tirer les leçons du passé et se dire les vérités. Trop de décisions n'ont pas été prises à temps et les choses doivent changer pour le football africain, tout en ajoutant qu'il faut bannir les pratiques de clientélisme et d'amateurisme. Voilà, c'est sur ce premier et dernier élément sportif que nous refermons cette édition. La suite de l'actualité sportive tout de suite après avec Gensport. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés. Merci à Henri-Joseph Koumba d'avoir été sur ce plateau. Excellente soirée et à demain.